جيش لا توضع أمامه خطوط حمر. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Évoquer un vide à la présidence est une preuve d'impuissance. Une déclaration signée Marb Shararahi. Le patriarche maronite appelle à l'élection d'un président fort qui puisse renforcer l'État et ses institutions. Benjamin Netanyahou prêt à poursuivre les négociations de paix, mais le Premier ministre israélien menace les Palestiniens de représailles après leur adhésion à une quinzaine de traités internationaux. Malaysia Airlines, un navire chinois détecte un signal dans l'océan Indien, mais le lien avec l'avion disparu il y a bientôt un mois avec 239 passagers à bord n'a pas encore été établi. Et à suivre également dans ce journal, Paris annule sa participation aux 20e commémorations du génocide rwandais après les déclarations du président du Rwanda. Paul Kagame accuse la France d'avoir participé au massacre de 1994. Le patriarche maronite appelle une nouvelle fois à l'élection d'un président fort qui puisse renforcer l'État et ses institutions, défendre la Constitution et le pacte national. Dans son homélie dominicale, Marb Shararahi a qualifié l'échéance présidentielle du 25 mai de base de toutes les institutions. Selon lui, assurer le quorum lors de la séance parlementaire électorale est un engagement patriotique et moral. Le chef de l'Église maronite estime par ailleurs qu'évoquer un vide à la présidence ou tenter d'y aboutir est une atteinte à la dignité du peuple et des députés, ainsi qu'une preuve d'impuissance. Il a enfin exhorté le président de la Chambre, Nabih Berri, à convoquer le Parlement à des séances électorales pour déterminer l'identité du nouveau président à travers un vote et des concertations. Un Libanais de 27 ans, Rabia Jamil Fayyad, a été retrouvé mort cette nuit dans le village de Tleil, au Hakkar, c'est dans le nord du Liban. Il était atteint d'une balle à la tête. Son corps a été découvert dans une usine dont il était le propriétaire. En guise de protestation contre ce meurtre, des habitants ont bloqué ce midi la route de Tleil et ont exigé que le coupable soit traduit en justice. L'aviation israélienne a survolé à plusieurs reprises et à moyenne altitude les régions de Tyr et de Bent Jbeil au Liban Sud. Elle a également effectué des raids fictifs. Ces opérations violent la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU qui a mis fin aux hostilités entre le Hezbollah et Israël en août 2006. Direction la Syrie où 2 personnes ont été tuées par la chute d'obus de mortier sur la capitale, dont l'un sur l'opéra de Damas qui a subi des dégâts matériels. Inauguré en 2004 par le président Bachar el-Assad, l'opéra se situe place des Omeyyades, où se trouvent aussi d'importants bâtiments gouvernementaux et militaires, comme l'état-major de l'armée. Hier déjà, des obus de mortier s'étaient abattus près de l'ambassade de Russie et des centres de sécurité à Damas, sans faire de victimes. Depuis quelques jours, les tirs d'obus attribués aux rebelles se sont intensifiés. Selon l'OSDH, ils ont fait 22 blessés vendredi. Ces attaques interviennent alors que les forces du régime continuent de pilonner les secteurs rebelles dans la Ghouta orientale, près de la capitale syrienne. Et puis un réfugié syrien a été tué et plusieurs autres blessés hier soir dans des affrontements avec les forces de l'ordre du camp jordanien de Zaatari. Les réfugiés ont mis le feu à des tentes et des caravanes pour protester contre l'arrestation d'un groupe d'entre eux qui avait quitté le camp illégalement. Les forces anti-émeutes les ont dispersés à coups de matraques et de grenades lacrymogènes. Les autorités font état de 22 blessés parmi les policiers jordaniens, mais démentent tout décès. Sur les 2,5 millions de réfugiés syriens recensés par les Nations Unies, 600 000 vivent en Jordanie, dont près de 100 000 dans le camp de Zaatari. Les autres se trouvent pour l'essentiel en Turquie et au Liban. Benjamin Netanyahou se dit prêt à poursuivre les négociations de paix avec les Palestiniens sous l'égide des États-Unis, mais pas à n'importe quel prix. Les discussions entre Israël et l'autorité palestinienne sont à nouveau dans l'impasse. En cause, la décision de Tel Aviv de ne pas libérer comme prévu une centaine de prisonniers et la signature d'une quinzaine de traités internationaux par Mahmoud Abbas. S'exprimant lors du Conseil des ministres, le Premier ministre a affirmé qu'Israël adoptera des mesures de rétorsion si les Palestiniens continuent à prendre des initiatives unilatérales pour parvenir à un État. Les discussions peinent à progresser depuis leur reprise en juillet dernier. Elles butent d'une part sur la demande d'Israël d'être reconnu comme État juif
et d'autre part sur la poursuite de la colonisation illégale dans les territoires occupés de Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Dans un instant, nous ferons le point sur les élections présidentielles en Afghanistan qui s'apprêtent à tourner la page. Hamid Karzai. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV et tout de suite le point sur l'enquête dans la disparition de l'avion de la Malaysia Airlines. Les recherches se focalisent désormais sur les signaux détectés hier par un navire chinois, puis ce dimanche par un bateau australien. Ces signaux acoustiques sous-marins ont une fréquence identique à celle émise par les boîtes noires dans les avions. Alors s'agit-il justement des enregistreurs du vol MH370 ? Pour le savoir, des avions et des bateaux se rendent sur place pour effectuer des recoupements. Autre élément encourageant, un avion militaire chinois dit avoir repéré des objets blancs flottants à quelques dizaines de kilomètres de l'endroit où le signal a été détecté. Évidemment, cela peut susciter un certain optimisme, mais les enquêteurs restent très prudents après plusieurs fausses pistes ces dernières semaines. Car le temps presse, le système de localisation des boîtes noires est alimenté par des batteries dont la durée de vie est d'environ 1 mois. Or, cela fait maintenant 29 jours que l'avion a disparu. 239 personnes se trouvaient à bord. Soulagement et satisfaction au lendemain d'une journée électorale à haut risque en Afghanistan. Le scrutin présidentiel s'est déroulé sans incident majeur et cela malgré les menaces proférées par les talibans. Par ailleurs, le taux de participation semble élevé avec des estimations dépassant largement les 50%, bien plus que lors de la précédente élection. Le résultat du vote n'est pas attendu avant plusieurs semaines et s'il y a un second tour, ce sera le 28 mai prochain. De multiples contestations et accusations de fraude pourraient en revanche retarder la désignation du successeur d'Hamid Karzai. À quelques mois du retrait des troupes de l'OTAN, ce scrutin apparaît comme un test de stabilité. Barack Obama a salué un vote essentiel pour l'avenir démocratique du pays. Paris a décidé d'annuler sa participation aux cérémonies marquant le 20e anniversaire du génocide rwandais. Motif, les propos du président du Rwanda qui a une nouvelle fois accusé la France d'avoir participé au massacre en 1994. Dans une interview au magazine Jeune Afrique publiée ce dimanche, Paul Kagame pointe du doigt Bruxelles et Paris qu'il accuse d'avoir préparé le génocide et même en ce qui concerne la France d'y avoir pris part. Ces anciennes accusations ont toujours été rejetées par les autorités politiques et militaires françaises. Cette polémique survient alors que les relations entre les deux pays semblaient en voie d'apaisement ces dernières années. Le génocide a commencé le 7 avril 1994. En 3 mois, plus de 800 000 personnes, en grande majorité des Tutsis, ont été massacrées. Réaction du ministère français des Affaires étrangères. La France a décidé d'annuler le déplacement de Madame Taubira qui devait conduire la délégation française lundi à Kigali pour les commémorations du 20e anniversaire du génocide. Mais nous tenons à dire qu'à l'occasion de ce 20e anniversaire du génocide, nous nous associons au deuil du peuple rwandais, nous nous inclinons devant la mémoire de toutes les victimes et la France continuera à l'avenir à faire son travail de mémoire pour perpétuer le souvenir de ce génocide pour qu'il soit universellement connu. Nous ne les acceptons pas, elles sont en contradiction avec le dialogue et la réconciliation engagés avec le Rwanda depuis plusieurs années. Ce sont des déclarations inacceptables qui ne sont pas fondées. Nous ne pouvons avoir une relation confiante et amicale avec le Rwanda que dès lors qu'elles sont fondées sur la vérité et sur la réconciliation. Les marines iraniennes et pakistanaises vont mener à partir de mardi des manœuvres conjointes à l'est du détroit d'Ormuz, une voie stratégique pour les exportations de pétrole des pays du Golfe. Plusieurs navires de guerre pakistanais, dont un sous-marin, sont arrivés dans le port iranien de Bandar Abbas. Plus d'un tiers des exportations mondiales de pétrole par voie maritime passent par le détroit d'Ormuz, entre le Golfe arabo-persique et le Golfe d'Oman. Le secrétaire américain à la Défense a annoncé que Washington va déployer 2 navires supplémentaires au Japon d'ici 2017 en réaction au récent test balistique nord-coréen. Chuck Hagel, qui est en visite à Tokyo, a précisé qu'il s'agit de destroyers équipés de systèmes de défense antimissiles. Le mois dernier, l'armée nord-coréenne a procédé au tir expérimental de 2 missiles à moyenne portée, le jour même où Barack Obama rencontrait la présidente sud-coréenne et le premier ministre japonais à La Haye. L'US Navy a déjà 5 navires dans les eaux japonaises. Le gouvernement malien a remis sa démission au président. Ibrahim Boubacar Keïta a chargé le ministre sortant de l'urbanisme, Moussa Mara, de former un nouveau cabinet.
Aucune échéance n'a été fixée pour l'annonce de la composition de son nouveau gouvernement. Le chef de l'État s'est engagé à restaurer l'unité du Mali, dont la moitié nord a été occupée par des mouvements djihadistes qui ont profité du chaos après le coup d'État de mars 2012. La France, ancienne puissance coloniale, est intervenue militairement en janvier 2013 pour les en chasser. Cette année, la jeune génération de chefs était à l'honneur dans l'édition 2014 du guide de Michelin. Parmi ces nouveaux étoilés, Stéphanie Lequeillec qui décroche sa première étoile 8 mois seulement après avoir pris les commandes des fourneaux du restaurant La Seine à l'hôtel Prince de Galles à Paris. Elle intègre ainsi le cercle très fermé des 16 femmes étoilées en France. Pour obtenir la fameuse étoile, Stéphanie Lequeillec a dû respecter 5 critères: la qualité, la fraîcheur du produit, la cuisson, la personnalité et le rapport qualité-prix. Il s'agit aussi de la première étoile de La Seine depuis son ouverture en 1929. La lauréate de l'édition 2011 de Top Chef prépare des plats à la cuisson millimétrée entre luxe et modernité. Le concept est particulier puisque tous les plats sont réalisés face aux clients. Cette étoile, c'est la reconnaissance, je veux dire, ça reste un Graal. Le Michelin reste pour tout cuisinier la référence de toute façon. En plus, je pense que sur cette édition 2014, Michelin a su faire preuve de beaucoup de modernité et d'audace en ayant justement couronné certains chefs qui ont été remarqués comme moi-même à la télé, ou certains chefs comme Bertrand Grébeau qui ont une approche très très moderne de la gastronomie. Moi, je suis tombée dans la cuisine toute petite parce qu'à la maison, on avait la culture de la table, ce que j'appelle la culture de la table, c'est-à-dire que j'ai une maman, une mamie qui cuisinait très très bien. J'ai jamais mangé à la cantine, les bons petits plats frais, le marché, les anniversaires, les Noëls, à 20 autour de la table, à partager vraiment ce moment de partage autour de la cuisine, autour des bonnes choses. Ça, c'est la petite entrée de la semaine, des quenelles de volaille, tout ce qu'il y a de plus classique, des petites têtes de champignons, cébettes revenues comme ça, un petit peu de trucs hachés et un velouté d'artichaut. Ça fait que 8 mois qu'on est ouvert, c'était beaucoup de travail. Et on essaye encore de progresser, parce que une c'est bien, mais la chef elle en veut 2, nous aussi on en veut 2, donc on va faire le maximum pour encore évoluer. C'est très appétissant tout ça, c'est la fin de ce journal. Tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Évoquer un vide à la présidence est une preuve d'impuissance. Une déclaration signée Mar Tchararahi. Le patriarche maronite appelle à l'élection d'un président fort qui puisse renforcer l'État et ses institutions. Benjamin Netanyahou prêt à poursuivre les négociations de paix, mais le Premier ministre israélien menace les Palestiniens de représailles après leur adhésion à une quinzaine de traités internationaux. Malaysia Airlines, un navire chinois détecte un signal dans l'océan Indien, mais le lien avec l'avion disparu il y a bientôt un mois avec 239 passagers à bord n'a pas encore été établi. Et puis, Paris annule sa participation aux 20e commémorations du génocide rwandais après les déclarations du président du Rwanda. Paul Kagame accuse la France d'avoir participé au massacre de 1994. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous.